Pour ce 5e tête-à-tête sur l'App TV, notre invité est le défenseur des bons produits. On l'a rencontré au studio Gabriel, juste après l'enregistrement de Vivement Dimanche, alors en tête-à-tête avec Jean-Pierre Coff. Jean-Pierre Coff, comment est-ce qu'elle vous est venue cette envie de défendre le produit, la naturalité des produits? Moi j'ai été élevé comme ça, hein. Je suis né en 1938, donc pendant la guerre et avant la guerre, j'allais chez mon grand-père qui était maraîcher, donc j'ai passé ma vie dans un jardin, toute mon enfance, sous les bombes, les obus, on était dans un potager, enfin dans un jardin de maraîchage, et mon grand-père m'avait fait un petit tapis comme ça en toile de jute, et j'apprenais à éclaircir les radis, les carottes. C'est pas le mérite, hein, c'est venu comme ça. Alors après, vous avez quand même ouvert un restaurant à Paris. Ça s'est fait naturellement ou c'est le hasard? J'étais ruiné, c'est tout bête, parce que j'avais monté une affaire qui consistait à proposer à des gens qui n'avaient pas la moyen d'avoir des jeunes filles au père, d'inviter des personnes âgées pour garder leurs enfants et leur apprendre à jouer, enfin, ce que devraient faire normalement des grands-parents. Je pensais que c'était possible de faire ça. C'est vrai que ça a très bien marché, la première, la deuxième année. Et puis, les sponsors de l'opération nous ont lâchés parce que ça commençait à être la crise du pétrole, etc. Et je me suis retrouvé, moi, ruiné, obligé de déposer le bilan et donc de vendre ma propriété, qui était une ferme dans laquelle j'avais des poules, des lapins, des cochons. À partir de là, j'ai commencé à téléphoner à des restaurateurs en leur disant « Vous n'avez pas envie de poulet, des vrais poulets de ferme, des vrais lapins, etc. » On m'a dit non. Puis de guerre là, j'ai appelé mon ami Henrigot, qui était mon ami à l'époque, qui malheureusement a disparu. Et je lui ai dit « Tu ne connais pas des restaurateurs qui sont intéressés ?» Il m'a dit « Mais que tu es con, mon nom qu'un restaurant. » Mais j'ai dit « Mais je n'étais pas cuisiné. » Je cuisinais, mais je devais cuisiner comme vous, quoi. Je fais cuisine de ménage. C'est pas une passion, une vraie passion. Non, je me lève pas la nuit pour faire un rognon de veau. Ma grand-mère était cuisinière dans une maison bourgeoise, mais je voyais défiler les plats, je goûtais pas, je la voyais faire. Bon, mais je ne cuisine pas en réalité. J'ai vendu mes. Quand Go m'a dit tu devrais monter un restaurant, je suis allé en stage dans un restaurant pendant 15 jours, un mois, pour apprendre comment ça se passait. Mais c'était juste de la gestion pour faire des additions, calculer la marge, c'est-à-dire la serviette coûte tant, le pain coûte tant, le couvert coûte tant, voilà, quel coefficient on applique pour tel pinard, etc. C'était tout con, hein, comme truc. Et j'avais pas un rond puisque j'étais ruiné, donc ma mère m'a prêté 2000 francs. Et j'ai trouvé une gérance rue Saint-Honoré. J'ai ouvert un machin surréaliste. On a d'abord sorti les rats. C'est un endroit, je vous inviterai à déjeuner là. Vous diriez, mais ce type est devenu fou, qu'est-ce qu'il fout là-dedans? Il y avait simplement un bar absolument génial qui était d'une beauté extraordinaire en zinc, en marbre et en cuivre, sur lequel le verre sonnait, mais c'était formidable. Il donnait un goût au vin. Tout à coup, tout ça avait une texture, un parfum, c'était magique quand on buvait sur ce bar. C'était tranquille là, c'était un moment de bonheur inouï. Et j'ai amené des chaises que j'avais de chez moi. Il y avait quelques tables qui restaient, brinque-ballantes, on mettait des bouts de bouchons en dessous. J'ai mis des tableaux que les huissiers m'avaient pas pitié parce que je les avais planqués. Et puis on a ouvert, et puis le premier soir, mon ami Jean Poiret est venu avec une partie de la troupe de la Cage aux Folles, et puis c'est parti. Jean Poiret a été là tous les soirs, et puis les gens sont venus, et puis ça a été un succès absolument inouï. J'ai rencontré les gens les plus extravagants qu'on puisse rencontrer. J'ai eu chez moi des gens dont vous n'imaginez même pas. Lozay avec Graham Greene qui discutaient, l'un devant sa bouteille de gin, l'autre devant sa bouteille de vodka. Il faisait un film. Il y avait Toscan du Plantier. C'était des gens qui se connaissaient,
des gens qui étaient des stars, ce mot people me dégoûte, et c'était des gens qui s'entendaient entre eux, qui bavardaient entre eux, qui étaient dans un salon, même s'il y avait 2 étages. Ils savaient qu'ils ne risquaient rien. Il n'y avait aucun journaliste rentré chez moi, aucun photographe. Il y avait devant la porte un air de bœuf. Premier qui essaierait de rentrer avec un appareil, l'appareil était cassé en 1000 morceaux, et le mec sortait, il était balafré. On ne rentrait pas chez moi. C'était un endroit pour manger, pour se faire plaisir, mais ce n'est pas un endroit pour se montrer. Moi, j'ai abrité pendant des années les Amours de Belmondo avec Raquel Welch, personne ne le savait. Et ils étaient là tous les soirs à dîner chez moi. J'ai toujours eu 2 entrées dans mes restaurants. Une entrée secrète et une entrée pour tout le monde. Ce qui fait que personne ne savait qui était chez moi. C'était la règle. Les gens étaient en sécurité chez moi. Une actrice pouvait sortir du théâtre démaquillée, elle arrivait chez moi, c'était la plus belle du monde. Parce que personne ne pouvait faire une photo d'elle. Il y avait une porte cochère, un endroit, les taxis attendaient là, on passait devant les journalistes en leur faisant un bras d'honneur, et puis ça allait très bien. Jamais il y a eu de photos de chez moi, jamais. Et alors, pour les jeunes, les lycéens qui voudraient se lancer dans la cuisine, alors, donc on sait que vous n'êtes pas cuisinier, mais qu'est-ce qu'il faudra leur donner comme conseil? Les jeunes gens qui veulent se lancer dans la cuisine ne se posent pas forcément les bonnes questions. La cuisine, c'est quoi? Pourquoi on fait la cuisine? C'est avant tout un acte d'amour et de plaisir, et de partage. Et je crois que malheureusement, les mômes qui ont envie de faire de la cuisine, ils disent pas « je veux faire de la cuisine », ils disent « je veux être chef ». C'est-à-dire, ils veulent la notoriété, la pipelisation qu'il y a maintenant autour des cuisiniers. Ce n'était pas le cas il y a 30 ans. De grands cuisiniers admirables qui ont laissé une place dans l'histoire de la cuisine, ils n'étaient pas spécialement médiatisés, ils ne faisaient pas la une des journaux. Maintenant, si vous n'êtes pas avec une chanteuse en train de lui rouler une pelle et que vous ne faites pas la couverture de match, vous ne savez pas faire la cuisine. C'est absurde quand même. C'est pas ça le métier de cuisinier. Et c'est un métier qui, à mon sens, demande un peu de culture. Alors, je trouve que les cuisiniers sont de moins en moins cultivés. Ils ne connaissent pas l'histoire de la cuisine. Poser des tas de questions à des cuisiniers qui sont pourtant des gens tout à fait éminents, connus et importants. Vous allez leur dire qu'est-ce que c'est un piano. Ils vont savoir ça très bien. Mais vous leur dites le potager, c'est quoi? Je vous laisse le soin d'en interroger un ou deux pour leur poser la question. Vous allez voir quelle est la réponse. C'est assez étonnant. Ici, l'histoire de la cuisine, c'est une histoire. L'histoire des produits, c'est une histoire. Le pain, dont tous les cuisiniers se vantent de vouloir faire un petit peu dans un four comme ça. Mais le pain, c'est quoi? C'est le blé. C'est le blé, c'était quoi? À quel moment le blé est arrivé? Comment est-ce que les gens ont eu l'idée de faire un bout de pain, etc. Ça, c'est la nécessité de la connaissance que doit avoir le cuisinier. Si on ne sait pas quelle race de viande on sert, on est quand même à côté de la plaque. La cuisine industrielle a pris un peu le pas justement avec ses carottes râpées sous vide, cette cuisine moléculaire aussi. Non mais ça, la cuisine moléculaire, n'en parlons même pas, elle n'existe pas, c'est de la merde. Laissons-la tranquille dans un coin. Elle est morte de sa belle mort. Elle est apparue par un miracle extraordinaire, par le bagou d'Hervétis. Et là maintenant, vous êtes gentil, vous foutez ça dans une fosse à purin, c'est la place. Il n'y a pas, c'est fini, la cuisine moléculaire, elle est morte. Les 3-4 cuisiniers qui vont continuer à faire ça, ils sont destinés à déposer un bilan sous peu. C'est quoi la cuisine moléculaire? Est-ce que vous mangez du vent? Ça vous nourrit, non? Pour ceux qu'il y aura d'autres évolutions comme ça, positives. On va pas mal avancer dans la révolution industrielle. Moi, je vois le travail que je fais pour Leader Price en ce moment. On est avec des tas d'industriels, hein, des industriels qui ont touché à la merde, hein, qui ont pas hésité à rajouter des tas de trucs dans leur production. Je pense qu'on est en train de transformer les choses. Ils sont en train de s'apercevoir que les arômes, ça ne sert à rien.
que les épaississants, ça sert à rien, que les colorants, ça sert à rien, que les conservateurs, ça sert à rien. Excusez-moi, mais moi, ma grand-mère, elle a toujours fait des pâtés de lapin ou de n'importe quoi. Elle faisait mariner sa viande, elle la coupait au hachoir, elle la mettait dans une terrine, fermait la terrine, on la mettait dans une lessiveuse. 2 ans après, 3 ans après, on la mangeait. C'était un pâté de lapin qui était délicieux. Voulez-vous m'expliquer? Elle ne mettait pas d'arôme, elle ne mettait pas de colorant, elle ne mettait pas d'épaississant, elle ne mettait pas de conservateur, et ça se conservait pendant 2 ans. Alors que maintenant, on met toutes ces merdes-là et ça n'a pas de goût. Alors vous expliquez ça, moi, quand je vais voir le type qui m'a fait les 4 derniers pâtés que je viens de sortir, je lui dis, je veux rien de tout ça. Peu du produit haché avec de la gorge de porc et terminé. Et il m'a fait ça. Ben, c'est très bon. La gastronomie est l'art d'utiliser la nourriture pour créer le bonheur. C'est Théodore Zeldin, un sociologue anglais, qui le dit. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Ça dépend à quoi on situe la gastronomie. On a une idée de la gastronomie qui est toujours très élitiste. Moi, je pense que bien faire un œuf à la coque, c'est de la gastronomie tout aussi élitiste que de faire un lièvre à la royale. J'ai envie de simplifier les propos de ce monsieur en disant la nourriture est la source de plaisir primordiale. Parce qu'elle est nécessaire à la fois pour simplement vivre et survivre. Elle est nécessaire à l'échange, parce que on se parle, parce que vous êtes là, vous m'interviewez, mais on pourrait avoir la même conversation en déjeunant ou en dînant, avec un œuf sur le plat, un bout de pâté, une chose très modeste, et un coup de blanc, un coup de rouge. Et elle mène forcément à une sorte de transcendance qui peut mener jusqu'au sentiment. Elle est le partage de l'amitié, le partage de l'amour. Elle est le vrai partage de tous les sentiments et de tous les événements de la vie. Vous perdez un être cher, ça ne vous empêche pas de manger. Et vous pouvez même vous amuser à table après pour fêter le départ d'un être cher. Je veux dire, c'est une source de... C'est une source de plaisir. Et si on a des produits de qualité, de remise à niveau de tout, on est à l'équilibre avec des bons produits qu'on partage. On est à un équilibre harmonieux, on est dans l'harmonie. C'est ça pour moi la nourriture.